Bonjour, bonjour. Nous continuons à la poursuite de Novembre Rouge. On va en Argentine. Il y a eu les élections législatives et sénatoriales partielles. Alors là, c'est une défaite pour le péronisme. Alors défaite relative. Pourquoi relative? Parce que effectivement, la droite néolibérale l'emporte de 10 points. Non, ce qui était plus ou moins prévu, en tout cas, c'est ce que les sondages et les primaires ouverte et obligatoire avait révélé il y a de cela quelques semaines. Donc défaite, effectivement, mais défaite relative parce que le péronisme conserve d'une courte tête un ou deux députés, la majorité à l'Assemblée nationale. Pour parler de ça, nous sommes avec Marco Teruggi. Marco Teruggi est à l'analyse politique ce que Charles Gardel est au tango, un crack. Marco nous parle depuis Buenos Aires, donc depuis l'Argentine. Marco, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous parler des résultats donc des élections législatives et sénatoriales de ce dimanche, du dimanche passé? Bonjour Romain, comment vas-tu? Bien, nous allons parler des élections législatives en Argentine qui ont eu lieu dimanche. Des élections qui ont eu lieu dans un contexte très difficile, un contexte d'un pays qui venait d'une crise très forte des 4 dernières années où il a été gouverné par l'ancien président Mauricio Macri et qui, une fois qu'a commencé à gouverner, a été face à face à la pandémie, comme tous les pays du monde, mais avec une situation économique très difficile, en particulier la question de la dette externe, tant avec des secteurs privés comme avec le Fonds monétaire international. Dans ce contexte, il y a eu les élections, il y avait déjà eu les primaires au mois de septembre où il y avait eu un résultat très mauvais pour l'actuelle coalition de gouvernement, le Front de tous. Et donc, par rapport à ces résultats et par rapport aux résultats de dimanche, on peut dire qu'il y a eu une certaine capacité de avoir un meilleur score dans des régions qui sont stratégiques, comme principalement la province de Buenos Aires, qui est la principale province en termes de géographie, de population et d'électeurs, où il y avait eu une différence de un peu plus de 5 points pour les primaires, et maintenant le Front de tous a réussi à raccourcir cette distance à peu près 1 point. Donc ça, c'est à peu près, disons, l'élément positif le plus important pour ce que ça représente en termes politiques, symboliques et en vue des futures présidentielles en 2023. Après, il y a des résultats très adverses qui étaient attendus, par exemple à la ville de Buenos Aires. Et ce qui était en jeu, c'est les majorités et les minorités en députés et au Sénat. Et un peu le résultat final, c'est qu'il y a une sorte de résultat où le péronisme, le Front de tous, perd la majorité propre au Sénat et a une parité avec la droite, avec l'opposition, et la même chose aux députés où on est encore en train de débattre, voir si un ou deux, surtout un, va passer du côté de l'opposition pour arriver à peu près une parité entre les deux. Mais il n'y a pas, comme disait l'opposition, un scénario de victoire absolue où à partir de maintenant tout va changer. Sinon qu'il y a une photographie d'une situation politique et économique de fragilité, d'un gouvernement qui est une coalition hétérogène, qui a énormément de débats et une situation structurelle très difficile, comme je disais, surtout par rapport à la dette. Donc je pense qu'il y a un peu des deux côtés de certaines aigreurs et de certaines possibilité de parler d'une certaine récupération, pas de victoire, mais d'un scénario moins difficile ou moins catastrophique que pour les primaires, ce qui est déjà énormément en vue des circonstances. Alors Marco, ces résultats auront certainement des conséquences au sein de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les tensions qui existent au sein du bloc péroniste? Je pense que faut pouvoir analyser le Front de tous, faut penser à que c'est une coalition hétérogène où il y a tant ce qu'on appelle en termes général le kirchnerisme, qui est la force politique que conduit Cristina Fernandez de Kirchner, et d'autres secteurs du péronisme, principalement le président ou le président de la Chambre de députés, Sergio Massa, qui venait d'autres secteurs du péronisme et qui d'ailleurs en 2008-2009 sont partis du projet où était présidente Cristina Fernandez. Donc il y avait déjà un scénario de différence, de tension, je pense aussi d'horizon stratégique
dans un point qui ont du mal à penser une confluence commune. Mais il y avait eu la construction d'un front commun en 2019 en vue de l'importance de pouvoir gagner à Macri. Et je pense que ça, évidemment, c'est entré en tension depuis déjà quelques mois, chose qui est très visible et qui avec les derniers résultats, montre évidemment la situation de tension, mais qui, pour ce qu'on peut voir jusqu'à présent, n'arrive pas à un point de possible rupture, etc. Si, à un grand débat, plusieurs grands débats par rapport au grand débat par rapport à la dette, surtout avec le Fonds monétaire international. A priori, Fernandez Alberto a dit, le président, que le 1er décembre, il va présenter au pouvoir législatif le projet de négociation qu'il a fait avec le Front. Et après, il y a l'horizon du 2023, où il y aura une élection, où évidemment il y aura un scénario très difficile pour le Front de tous, pas forcément automatiquement facile pour l'opposition, qui est l'opposition qui a gouverné le pays les 4 années entre le 2015 et le 2019. Le mandat du néolibéral Macri, de l'ancien président Mauricio Macri, a été quand même marqué par un retour du néolibéralisme, une augmentation de la pauvreté, un endettement auprès du FMI sans commune mesure avec ce qui s'était passé dans l'histoire récente de l'Argentine. Comment peut-on expliquer le retour de cette droite néolibérale avec les résultats que nous avons vus au cours de cette élection? Je pense que une chose c'est Macri, autre chose c'est le bloc qui a réussi à construire l'opposition. C'est un bloc qui a aussi différentes expressions politiques. Il y a ce qu'on appelle en Argentine les pigeons, c'est-à-dire les plus modérés, et los halcones, je trouve pas le mot en français, mais disons les secteurs les plus durs. Et ils ont réussi à construire un front. Ils ont eu des élections primaires effectivement au mois de septembre, à différence du Front de tous. Ça leur a donné une certaine capacité de cohésion, même s'il y a énormément de débats et de disputes intérieures par rapport à qui sera le candidat présidentiel ou la candidate présidentielle en 2023. Après, je pense que là, il y a un bloc social très, très consolidé. Je pense que ce qu'on appelle le macrisme ou l'opposition ou la droite n'a pas énormément grandi ou même n'a presque pas eu de nouveaux votes. Ils ont conservé une grande partie des votes qu'ils avaient eu en partant en 2019 avec un scénario catastrophique. Et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Je pense qu'il y a des raisons historiques de l'Argentine par rapport à ce qui est l'antipéronisme. Après l'antipéronisme croisé avec l'anti-Cristina Fernandez. Et après une bonne capacité de maintenir l'unité. Je pense que ce sont plusieurs éléments qui expliquent ça. Et surtout, disons, une grande difficulté de la part du gouvernement pour donner des réponses, des solutions à une situation économique très difficile. On parle d'un petit peu plus de 40% de population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc c'est un chiffre vraiment très grand dans un pays qui depuis 6 ans est en train en termes économiques d'avoir un rétrocession, d'aller en arrière, non, de tomber. Donc je pense que c'est un peu la combinaison des variables, et je pense que c'est aussi dans ce scénario de crise, de non-réponse, qu'il faut penser la figure, le personnage de Milei, c'est ce personnage qui s'autodéfinit comme libertaire, qui a eu un bon résultat dans la ville de Buenos Aires avec un peu plus de 17%, qui en termes d'espace de famille politique internationale fait partie de l'espace de la famille politique de Bolsonaro par exemple au Brésil ou de l'uribisme en Colombie et tout ce courant de droite qui s'organise, d'extrême droite. Je pense que lui aussi c'est un émergent, c'est une conséquence disons d'une situation où il n'y a pas de réponse, où il n'y en a pas suffisamment, disons, en termes matériels, en termes politiques. Ça fait partie de la difficulté du Front de tous de reconstruire une épique, de reconstruire des drapeaux politiques, de reconstruire une mobilisation, ce qui est très fort dans la culture politique du péronisme en Argentine. Et la figure de Milei, je pense qu'il faut la comprendre un peu dans ce scénario-là, politique, dans le scénario socio-économique, et dans aussi cette configuration où il y a effectivement des forces médiatiques, économiques qui travaillent et qui installent la stratégie d'émergence de ce genre de phénomène politique qui a en ce moment dans beaucoup de pays du monde une force préoccupante. Évidemment, après ces élections, on a en tête les prochaines élections
présidentielle. Comment vois-tu, Marco, l'avenir de l'Argentine? Qu'est-ce qu'il faut penser pour le futur? Je pense qu'il faut penser au 2023. Ça, c'est l'horizon électoral. On est donc à la moitié du mandat présidentiel. Après, je pense qu'il y a le grand débat qui est sur le fond, le grand débat qui est sur la dette et le grand débat de comment le gouvernement va renégocier la dette en sachant qu'il y a des tensions à l'intérieur par rapport aux visions de comment faire et comment après va être le schéma pour payer la dette, disons, hein. D'où va sortir l'argent en termes très, très simples. Là, la droite a toute une série de propositions très évidentes, comme la réforme du travail, par exemple. Maintenant, quelle est la solution que va apporter le péronisme? C'est un peu la grande question, disons, non? Quelle est la possibilité de réactivation, la possibilité d'avoir une entrée de dollars en Argentine pour pouvoir payer la dette? Donc ça fait partie de tout du scénario économique d'un pays qui dépend des exportations de soja, par exemple, ou de viande, et c'est des secteurs qui sont très concentrés et qui politiquement sont très adverses et qui en plus sont très internationalisés. Donc bon, c'est un peu tous les débats qu'il y a. Je pense qu'il y a beaucoup plus de questions en ce moment que de réponses certaines, surtout parce qu'il y a un gouvernement qui, en tout cas une partie, ne voit pas, n'a pas vu la possibilité, la nécessité de confronter avec certains pouvoirs très clairs qui réduisent énormément la possibilité de gouverner ou de transformer les choses, tout simplement. Je pense au pouvoir, une partie du pouvoir judiciaire, pouvoir une grande concentration médiatique en Argentine, ou par rapport à ce qui est la question de la terre et des grands groupes économiques. Bon, je pense que là, il y a cette idée de la conciliation qui, en ce moment, évidemment, est absolument en crise. Merci beaucoup Marco. Et bon, à la prochaine évidemment pour parler de thématiques liées à la politique latino-américaine, de l'Argentine ou d'autres pays dont nous savons tous que tu connais très très bien les réalités politiques de ce continent. Et puis ceux qui nous regardent, hein, je vous rappelle que les deux rives ne sont financées par aucun État ni aucun milliardaire et que cette voix discordante, si nécessaire pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion, ne tient qu'avec votre soutien. Donc nous comptons sur vous pour aller sur le site lesdeuxrives.info et faire une contribution pour d'autres vidéos, pour un autre point de vue, un autre son de cloche sur la politique latino-américaine. À bientôt pour une prochaine vidéo, je compte sur vous.